Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé ? Ça s'appelle We Love Séries et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons ? Notez bien, We Love Séries, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast. Vivement que ça soit filmé. Hein. Ouais. Non, mais moi je serais comme ça. Il sera en slip. Putain, les gars, faut mettre un slip maintenant là pour enregistrer les podcasts. Qu'est-ce que c'est En ça mode Big Lebowski. Quoi. Ouais, faut s'habiller là. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la langue bien pendue et aux avis bien tranchés. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Rafik. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, l'homme de l'ombre au conseil sage et avisé. C'est un peu notre consigliéré à nous. Bonjour Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. C'était l'un des mafieux les plus redoutés du New Jersey dans les années 2000. Cette semaine, on remonte dans le temps pour se plonger dans la jeunesse de Tony Soprano. Oui, le Tony Soprano de la série culte de HBO. Direction le New Jersey à la fin des années 60. On va parler de Many Saints of Newark. Juillet 1967, des policiers blancs tabassent un chauffeur de taxi noir. C'est le point de départ de 5 jours d'émeutes raciales qui enflamment Newark, faisant 26 morts et plus de 1000 blessés. La guerre des gangs entre communautés italo- et africo-américaines fait rage, et c'est dans ce contexte qu'on découvre un jeune Tony Soprano qui commence tout juste à trouver ses marques au sein de sa famille mafieuse d'Imeo. Vous l'avez compris, Many Saints of Newark est une préquelle de la série Les Sopranos, créée par David Chase et diffusée de 1997 à 2007 sur HBO. Mais ne vous y trompez pas, le personnage principal de cette histoire, c'est Dickie Moltisanti, l'oncle de Tony, celui qui lui a tout appris. À la réalisation, Alan Taylor, qui a travaillé sur 9 épisodes de la série. On lui doit aussi Thor The Dark World en 2013 et Terminator Genesis en 2015. Côté casting, c'est Michael Gandolfini, fils de feu James Gandolfini, qui reprend le rôle de son père en version post-ado. Annoncé officiellement en mars 2018, 11 ans après le dernier épisode de la série, le film était très attendu par les fans. Il est sorti aux États-Unis en salle et sur HBO Max le 1er octobre. En France, il est à l'affiche depuis le 3 novembre. Mais alors, est-ce que cette préquelle est à la hauteur des espérances ? Est-ce qu'on va le voir au cinéma ? Attention, vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Ok. Marie ? Ouais. Soprano, c'est à la télé. Hein. Ok. Bon, un bilan plutôt mitigé. On va vous expliquer pourquoi tout de suite. Au passage, j'en profite, si vous avez aimé Les Sopranos, ou alors que vous avez envie d'en savoir plus sur la série, on a consacré 4 épisodes de notre podcast We Love Séries à ce sujet. C'est un podcast qui parle des séries télé cultes d'hier et d'aujourd'hui et qui sort tous les mardis. Et donc, on y a consacré 4 épisodes sur Les Sopranos. Et on spoil beaucoup. Dedans. Bon, là, du coup, on va pas revenir en détail sur cette série. En revanche, ce film, donc Many Saints of Newark, vous êtes pas super emballé. Bah, c'est surtout que ça me semble un petit peu anecdotique dans la mesure où, comment dire, si on l'aborde comme une excroissance des Sopranos, ça n'apporte pas grand-chose à notre expérience de la série, puisque effectivement il y a quelques personnages et événements dont on avait entendu parler dans la série qui sont mis en scène un peu au forceps parfois dans le film, justement pour raccorder, pour pas que les fans inquisiteurs voient des incohérences. Mais en dehors de ça, c'est bah oui, mais tu me racontes
quoi en fait. Si on oublie Les Sopranos, si on le regarde comme un film plein et entier, on sait que David Chase, Les Sopranos, c'est un secret pour personne, c'est construit sur le souvenir d'un certain nombre de films mafieux de prestige. Il a été comparé, Les Sopranos a été comparé à ces films-là, mis dans la même case. Tu dis, là, t'es dans la cour des grands. Qu'est-ce que tu proposes, quoi ? Qu'est-ce que t'amènes au genre qui le renouvelle complètement ou qui en renouvelle notre expérience. Ce qu'il nous raconte, c'est vraiment encore une fois une anecdote, quoi. C'est-à-dire à travers le décorum des émeutes raciales de la fin des années 60, il est censé nous dire quelque chose sur ces familles, et à la fin du film, je sais toujours pas ce qu'il a cherché à nous dire. On sait que pour la série, il a puisé dans sa propre histoire. Lui-même a grandi à Newark. Tout à fait. Il connaissait plus ou moins loin les milieux mafieux. Et finalement, là, il le dit lui-même, il y a vécu à l'époque de ces émeutes. Donc, Alors, il a vécu, effectivement, ça aurait été un des plaisirs qu'on aurait pu prendre au film, le caractère... je dirais anthropologique. C'est-à-dire, si tu as vécu cette époque-là, si tu connais ces quartiers, fais-moi visiter, montre-moi comment. Je dirais, c'est con à dire, hein, mais on n'a pas beaucoup de scènes de cuisine, qui est quand même un truc particulièrement important chez les Italo-Américains, ou restaurants, tout ça, on les voit pas, alors que dans Les Sopranos, il y avait on partait, je sais pas comment ils appelaient ça, le gabaloug, le gabalouga. Voilà. T'avais littéralement des recettes de cuisine qui étaient récitées par les personnages. Que ce soit le décor, qu'est-ce qu'ils font le week-end et tout, on n'a pas cet aspect-là, mais on n'a pas non plus un véritable développement narratif important qui nous fasse, je sais pas, avec des personnages dont la vie bascule d'une manière ou d'une autre, quoi. Je comprends pas très bien où le film nous emmène, si ce n'est de nous dire que dans les années 60 il y avait des guerres de gangs. Marie, t'es d'accord avec... Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, comme vous ici, moi j'aime beaucoup Les Sopranos. Moi, c'est une série que j'ai vraiment adorée. C'est une des premières séries que j'ai vues. De toute façon, c'était la première la série qui a... Je vais pas revenir dessus, vous avez fait des très bons épisodes dessus, mais voilà, c'était une série qui a lancé un modèle et tout. Moi, j'ai vraiment un attachement au personnage de Tony Soprano et à l'acteur James Gandolfini. Je vais un peu raconter ma vie, mais moi, j'ai pas l'habitude d'être vraiment très triste quand des acteurs, des réalisateurs, des personnes connues meurent, mais sa mort m'avait vraiment touchée parce que je trouvais que c'était un acteur qui avait jamais eu des grands rôles au cinéma, qui était toujours super dans des seconds rôles et qui crevait l'écran dans certains films et tout, mais qui avait pas eu, hormis dans cette série, qui avait pas eu un grand rôle comme ça. Et quand il est mort, du coup, moi j'étais vraiment triste. Je me souviens d'avoir lâché une petite larme en me disant c'est dommage, il y a un truc il n'est pas allé jusqu'au bout du truc. Donc voilà, moi j'ai un attachement à tout ça. Donc je pense que je suis le public cible exactement pour ça, et je peux pas m'empêcher d'être déçue. J'ai l'impression qu'on fait appel qu'à ma nostalgie. J'ai l'impression qu'on me dit tiens, regarde, on va regarder un album de famille où tu vas voir tes grands-parents, tes grands-tantes, tes machins quand ils étaient plus jeunes. Tu vois des choses qui sont plantées là, mais de manière hyper artificielle. Tu disais au forceps, et c'est exactement ça. En fait, tout le monde est là. Mais littéralement tout le monde, on les appelle par leur prénom au cas où t'es pas bien compris que c'était Carmela, que c'était machin, même si c'est pour une scène super rapide. Ouais, mais il vaut mieux des fois. Oui, et qui ne sert à rien. Quand certains, je trouve que parfois, je sais pas, par exemple le rôle le mec qui joue le rôle de Seal, c'est hyper une caricature. Enfin, c'est très compliqué. Moi, ça me sort du truc en me disant oui, je vois bien que c'est lui, je vois bien les mimiques, les machins, mais ça devient des caricatures en fait. Et Pauly, tu le reconnais pas, moi je le reconnais pas. Non, Pauly, tu le reconnais pas, tu vois, mais en fait c'est vraiment tout le monde est là. J'ai l'impression qu'on coche toutes les cases et qu'en fait les mecs sont là juste parce qu'ils ont un rôle important dans la série. Donc même s'ils servent à rien dans ce film là, il faut cocher, il faut qu'il y ait machin, il faut qu'il y ait truc comme ça. Tu vois, ça fait vraiment, c'est vraiment du fan service pour le coup. De fan service. Et ça sert à rien en fait. C'est juste en fait à la base ça aurait été des figurants, mais comme ils apparaissent dans la série, bah forcément ils sont là. Il y a un côté nostalgique et hyper méta qui moi me met un peu mal à l'aise. Du coup je vais ouvrir le bal des spoilers, mais bon voilà, si vous avez pas vu la série, voilà. Mais dès l'ouverture en fait, on voit le cimetière et on voit la tombe de Christopher Moltisanti, qui est le narrateur, et parfois c'est lui qui narre, parfois il est pas là, on sait pas. Il y a même pas vraiment de règles sur ça. Et puis en fait pourquoi c'est lui, ça ne sert à rien que ce soit lui le narrateur. C'est un truc qui. D'autant plus que c'est pas vraiment des événements qu'il a pu entre guillemets vivre. Oui, parce que c'était avant sa naissance, et on le voit juste. Il arrête pas de le répéter d'ailleurs.
d'ailleurs. On le voit juste bébé à un moment, mais ça c'est pareil, on le voit bébé, il va dans les bras de Tony Soprano, il pleure, Tony comprend pas pourquoi il pleure dans ses bras. Ah là là, c'est genre un truc qui va prévoir le funeste destin des deux. T'as carrément une grand-mère à l'écran pour t'expliquer que parfois les bébés arrivent sur Terre à sentir avec un truc voilà, comme quoi il sait ce qui va lui arriver dans le futur. Et c'est hyper artificiel, alors qu'en fait un bébé, un nouveau-né qui pleure dans les bras de quelqu'un, ça arrive genre tous les jours quoi. Et du coup il y a ce côté-là qui est un peu, moi qui m'a un peu gênée. Il y a vraiment des très gros clins d'œil hyper appuyés. Il y a le film qui se termine littéralement par la chanson qui est le générique d'ouverture de tous les épisodes. Il y a Ray Liotta qui a une scène où il se marre exactement comme dans Les Affranchis, et puis la série faisait pas mal le lien avec Les Affranchis aussi. Donc il y a tout ce truc là qui tourne en boucle mais qui pour moi tourne à vide. Et j'ai un peu de mal avec le fils de James Gandolfini qui reprend son rôle. Je trouve qu'il y a un côté presque un peu malsain là-dedans. Il y a un côté un peu méta où dans le film, c'est Tony jeune qui sait pas s'il va reprendre le truc familial, où il parle d'aller à la fac, il parle d'être pro en sport, machin. Et il y a aussi ce côté-là où Michael Gandolfini, son père, James Gandolfini, lui disait de pas être acteur, de plutôt être un sportif ou d'être réalisateur, mais de pas être acteur. Et il a décidé à la mort de son père de devenir acteur, comme le personnage décide à la mort de son oncle, littéralement aux obsèques, de reprendre le truc familial. Donc il y a ce truc là qui moi me met un petit peu mal à l'aise, et donc voilà, et donc je sais pas si le film, déjà pour les fans, je trouve que le film n'est pas hyper satisfaisant. Comme tu disais, Rafik, ça se perd dans je te raconte des trucs anecdotiques sur la famille, il y a une toile de fond sur ce que sont les États-Unis à ce moment-là, ça inclut 2-3 trucs sur la condition des femmes à l'époque, sur les violences domestiques et les femmes que leur mari veut laisser travailler ou pas. Mais c'est des trucs, c'est du petit commentaire, mais il y a pas... En fait, ça lance des pistes, mais ça va nulle part. Et je me demande, en fait, si déjà en tant que fan, moi, le film me satisfait pas, et je me dis que quelqu'un qui a pas vu les 6 saisons de la série, à quoi sert ce film? Qu'est-ce que la personne va comprendre, quoi? Alors, je pose la question justement aux fans ici, parce qu'il y a quand même un élément qu'on n'a pas suffisamment mentionné, c'est que ce film... ok, ça parle du passé, de ce qui s'est passé avant Les Sopranos, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le héros, c'est pas le personnage de Tony Soprano, non, c'est Dicky, oui. C'est le personnage de Dicky Moltisanti, qui, dans la série, est évoqué continuellement. On dirait que son esprit plane sur l'histoire, mais sans qu'on sache grand-chose sur lui. On ne sait pas vraiment comment il est mort. Enfin, si on finit par l'apprendre, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Moi, ça fait partie des trucs qui sont un peu problématiques, je trouve, dans le film. En tout cas, il y a des questions qui planent au-dessus de sa mort dans la série, et puis surtout le personnage en lui-même reste mystérieux. C'est une espèce de figure emblématique. On sait que voilà, Tony a tout appris de lui, que c'est lui qui l'a formé en fait à devenir un mafieux. Donc ça apporte quand même quelques réponses, et est-ce que ça satisfait les fans en vous de découvrir ce personnage-là en chair et en os? Moi, je pense que ça enlève beaucoup de choses au mystère en fait du personnage déjà, mais aussi surtout, moi, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a déjà les préquels, c'est casse-gueule. Faut arriver à les faire. Ça, on le sait, parce qu'on sait qu'il y a un peu un travail de rétro-ingénierie en fait pour essayer de vraiment faire fonctionner une intrigue qui se passe en fait avant l'intrigue que tout le monde connaît. Mais alors je trouve que c'est encore plus casse-gueule de faire un film de 2 heures sur une série de 6 saisons avec combien d'heures d'histoire, quoi, et combien de personnages, etc. Et là où je dis que c'est casse-gueule, c'est parce que justement nous on a pris Les Sopranos comme une série qu'on regardait et qui allait de l'avant, c'est-à-dire c'était une série contemporaine qui se passait au moment où on la regardait, et pas du tout un truc historique, quoi. C'était d'ailleurs la grande force, moi je trouve, des Sopranos au départ, c'est-à-dire de dire oui, c'est un film de gangsters, c'est une série de gangsters, oui, on connaît nos références, mais en fait on n'est pas dans ces époques-là, ça existe aujourd'hui, ça se passe comme ça aujourd'hui, voilà. Et d'ailleurs t'as beaucoup de et je vais en parler un petit peu après, parce qu'il y a un truc un peu rigolo sur internet, si vous parlez anglais, il y a un ancien mec de la mafia qui est devenu auteur, qui s'appelle Michael Francis, qui me fait beaucoup je l'aime beaucoup parce qu'il fait des chroniques sur YouTube en fait de films mafieux, de trucs comme ça, et il en a fait une sur le film et il est hyper mécontent. Il a dit si j'avais David Chase en face de moi, si j'étais encore dans la mafia, putain, il aura un contrat sur la tête. Et le mec il est super drôle, quoi. Et en fait le point principal, le truc où il lui en veut, c'est de montrer les Italo-Américains d'une certaine manière, genre ils tapent leurs femmes et tout, t'as envie de dire mais t'as pas vu Les Affranchis, t'as pas vu Les Sopranos, t'as pas vu Le Parrain, t'as pas vu tous ces films, enfin c'est incroyable, quoi. Et du coup je trouve que justement le film déjà est extrêmement timoré là-dessus,
C'est tout le problème. C'est-à-dire que quand tu regardes les Sopranos, le truc qui est très fort, c'est que tu te dis, il y a un moment donné, et là je parle pas forcément les Italo-américains, hein, mais vraiment tu vois, les mafieux, là, c'est des sauvages, quoi. Enfin, c'est des sauvages. Littéralement, il y en a un, il fait une blague sur le fait qu'il serait potentiellement homosexuel, et les types l'attrapent et ils le plantent en fait avec un coup de couteau, etc., etc. Et tout le truc en fait autour du personnage de Dicky Moltisanti et la façon dont il meurt, parce que je spoil, on le voit mourir dans cet épisode-là, ça a été un énorme mystère dans les Sopranos pendant longtemps. Et quand tu vois comment c'est expliqué là, et que c'est juste parce qu'il se fout de la gueule de Junior, parce qu'il s'est cassé la gueule en sortant de l'église, tu fais non mais c'est sérieux là, vous êtes sérieux? Enfin, vous l'incarnez même pas, quoi, ce truc. Et le problème c'est que du coup, on perd non seulement, dans, je sais pas, peut-être le côté reconstitution, le côté je me réfère à du cinéma pour le coup, vraiment, on perd le côté anthropologique, effectivement, le côté presque vivant, tout de suite, en fait, on comprend ces personnes, même s'ils sont très violents, même s'ils sont machins, on les comprend, en fait, il y a quelque chose de l'ordre instinctif, en fait, de comprendre que tout le côté tribal qu'ils peuvent avoir, quoi. Là, je trouve que c'est extrêmement mal, enfin en tout cas pas du tout incarné. Peut-être parce qu'il y a effectivement toutes ces problématiques où on essaye de revenir sur les Sopranos, on essaye de dire regardez là ça c'est Poli, regardez là ça c'est Silvio, là regardez ça c'est comment dire, c'est Junior. Moi Junior j'ai mis putain c'est Junior. Bah, heureusement il a des grosses lunettes quoi. Ouais voilà, mais je me suis dit j'ai mis un temps à comprendre en fait. Et alors Junior tu vois, il boite parce qu'il s'est cassé la gueule dans les escaliers quoi. Tu vois, enfin je veux dire c'est un truc. Tu te dis mais vraiment c'est ça que vous vouliez raconter. Et puis ça ouais, étonnant de la part de scénaristes confirmés d'en arriver à ces raccourcis scénaristiques. Le co-scénariste Laurence Conner là, qui a bossé sur les Sopranos, c'est un mec qui a débuté vraiment avec de la merde quoi, dans sa carrière, enfin avec des chefs-d'œuvre comme Superman 4 ou Le Diamant du Nil quoi si tu veux, mais quand il arrive à l'époque des Sopranos, tu dis bon c'est bon, le mec il a fini par trouver sa voie et s'élever, mais là t'as l'impression qu'on est vraiment complètement revenu en arrière tellement il y a des facilités scénaristiques. Je voulais juste notifier que par rapport à ce que le film cherche à raconter, genre, ça s'appelle The Many Saints of Newark, donc déjà il y a vraiment il te pose cette idée que de la place prépondérante de la religion et de la morale dans ce petit monde italo-américain. Puis c'est un jeu de mots aussi sur le nom de famille de Moltisanti. Moltisanti, oui. Ça veut dire... C'est exactement. Mais on sent que la question morale va être centrale. Ils passent leur temps à des funérailles, à se rendre hommage, etc. Alors ça, c'est un truc qui a été travaillé dans les films consacrés justement à la mafia italo-américaine, qui est juste l'espèce d'hypocrisie de respecter à la lettre les commandements, sauf le principal qui est tu ne tueras point, et de se chercher une valorisation morale tout en commettant le pire à côté. Et donc le personnage de Dicky Moltisanti, il est censé être en proie à des démons en fait. Il se rêve en bienfaiteur à un moment donné. Il fait croire il se fantasme qu'il tient une équipe de baseball de baseball aveugle, de gamins qui jouent qui sont aveugles, ouais. Complètement ridicule. Le coach Moltisanti. Voilà, on le met face aux frères jumeaux donc joués par Ray Liotta, qui joue à la fois son père et son oncle. Hollywood Dick et Sally, et ce personnage de Sally, lui il est censé avoir découvert le bouddhisme, tu vois, bon, en plus on est à la fin des 60s, c'est un truc qui revient aux États-Unis, bon bref, et il est là pour le piquer à vif, tu vois, pour le mettre en face de ces contradictions morales, en lui conseillant de ne pas interférer dans la vie du jeune Tony, parce que immanquablement il prendra cette voie-là. Donc tu dis ça aurait pu être le sujet du film. Mais le problème c'est que c'est ce que ça essaye d'être en fait, ouais. C'est-à-dire ils y arrivent pas, c'est-à-dire qu'il y a ce problème parce que justement en fait moi c'est ce que j'allais dire, tout le film en termes de problématique de préquel, c'est-à-dire que quand t'as une série en fait que tu suis sur la longueur, sur l'attachement des personnages etc., et que t'as une préquelle qui arrive techniquement, si tu suis la logique des choses, quelqu'un qui va découvrir les Sopranos aujourd'hui il va se dire bon bah je vais peut-être commencer par le début, c'est-à-dire vraiment l'ordre chronologique. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc je commence par là. Peut-être potentiellement, il pourrait y avoir 3-4 autres films, tu vois, en préquel pour montrer Gandolfini. Si tu veux découvrir Star Wars, tu commences par l'épisode 1. mais non, mais bien sûr, mais il y a des gens qui le font. Et d'ailleurs, à la télé, c'est montré comme ça. Ça commence par épisode 1, 2, 3, et voilà. C'est pour ça que je précise ça. Et le problème là-dedans, c'est que
ce film, ce long épisode de 2 heures, tu vois, ce film en fait pose la problématique de, à la fin, par exemple, t'as une scène entre Silvio et Dicky où il lui dit, tu sais, ce petit gars là, Tony Soprano, il a de quoi, il a du potentiel, ouais. Et tu fais, mais quand est-ce que vous avez vu ça, à part si vous avez vu les 6 saisons et que vous savez qu'en fait il a du potentiel. Il a volé un camion de glace. Voilà, c'est ça. C'est pour distribuer des glaces aux enfants, c'est gentillet, quoi. Voilà, alors ça aussi, c'est un aspect qui est effectivement effarant. Encore une fois, j'en reviens à cette histoire de la question morale et de la religion, etc. Il y a un film qui tourne dans la tête de David Chase, qui est clairement le Mean Streets de Scorsese, dans lequel Harvey Keitel justement est en proie à ça. Il est à un carrefour de sa vie et il sait pas dans quelle direction il doit aller. Mais comment dire, pour que tu puisses croire à ce conflit moral, il faut que tes personnages fassent des trucs dégueulasses, quoi. Et là, ils sont, gentils, quoi. Enfin, que ce soit donc le jeune Tony qui effectivement vole des camions de glace pour les offrir aux enfants, mais aussi Harold, le black qui va monter son gang et être en conflit avec eux. Tout le monde avec un fusil à pompe aussi. Alors justement, ils sont toute la journée, les mecs, c'est les gangsters black les plus polis et les plus gentils que t'as vu. Ils sont en train de jouer en bas de chez eux tranquillement là, à côté de leur garage, etc. Et à un moment donné, parce qu'il faut quand même faire le business, ils prennent des shotguns et ils vont aller buter tout le monde. Mais ils sont pas du tout habités par la violence, enfin je veux dire c'est oui, puis par la violence dans lesquelles ils ont pu grandir aussi. C'est ça le truc, en fait. C'est le principe entre guillemets anthropologique du truc, c'est-à-dire que quand on parle d'aspect tribal, en fait, quand on parle des Sopranos, la série Sopranos, pour le coup, c'est vraiment lié, je pense, à la logique, en fait, la façon dont les familles, mais pas forcément que méditerranéennes, en vrai, mais en fait, les familles méditerranéennes, moi en tout cas, c'est l'exemple que je connais d'un point de vue personnel, c'est quelque chose qui se transmet, entre guillemets, de génération en génération, et que tu peux partir de l'Italie, arriver aux États-Unis, faire fortune, faire machin, tu seras quand même un Italien, tu auras quand même, en fait, ce bagage, et il faut s'en sortir, il faut se déconstruire par rapport à ça. Et c'est tout ce que racontent les Sopranos à la base. Ouais, et je trouve que c'est justement ce qui ne fonctionne pas du tout avec le personnage de Tony jeune, c'est qu'en fait lui, on n'a pas l'impression qu'il porte cet héritage à aucun moment. Et effectivement, le côté, oui, lui plus tard, ça va devenir un des barons de la mafia locale. À aucun moment j'y crois. Et la série qui réussissait à faire justement, à trouver cet équilibre entre les scènes du quotidien dans la famille et les scènes dans la famille mafieuse et la façon dont les deux s'entremêlent, là en fait les deux, là ça ne fonctionne pas. Les deux histoires se déroulent en parallèle mais se croisent que très peu. Et le point de bascule qui devrait être Tony, on n'y croit pas. Et il y a un point de... Moi, pour moi, le film, c'est pas désagréable à regarder, c'est anecdotique. Faut dire voilà. Mais en fait, là où moi je retrouve un petit peu David Chase, là où je retrouve un petit peu les Sopranos, c'est des virgules. C'est vraiment des tout petits trucs. Par exemple, on a parlé de l'intro, quand tu disais, Marie, en fait, voilà, il y a le comment dire, les tombes, en fait. La tombe, on voit la tombe de Christopher Moltisanti. Juste avant, en fait, on traverse 2 autres tombes et t'entends 2 voix off, mais qui n'ont rien à voir en fait avec la série. Et tu te dis, mais en fait, c'est un jeu, il joue avec ça. Il a un côté un peu méta comme ça où il se dit, voilà. Et ça, c'est une idée, je trouve, qui est une idée en fait à la Soprano, c'est-à-dire pas abouti dans le film, mais une idée à la Soprano. Pareil avec, parce qu'on n'en a pas parlé de ce personnage-là, et c'est un énorme problème ce personnage-là, et je trouve en plus que ils ont pris une actrice qui est plutôt une très bonne actrice, qui est Vera Farmiga, pour jouer la mère de Tony. Il y a 2 scènes en fait entre elle et Tony, ce qui est hallucinant en fait, parce que c'est quand même toute la problématique en fait initiale du pitch des Sopranos, quoi. Elle a 2 scènes, mais le moment où moi je me rappelle d'elle, c'est ce moment en fait à la Soprano où à un moment donné elle est en train de déblatérer et le père il en a marre et il prend son flingue et il tire dans son chignon. Et en fait ça fait un espèce de truc et d'un seul coup elle se tait. Elle est furieuse, tu vois, elle dit rien. Et là, tu comprends la relation entre les deux persos. Tu comprends le personnage tel qu'il est dans les Sopranos plus tard, etc., etc. Tu comprends tous les trucs, quoi. Et c'est un moment à la Soprano. Moi, c'est ce que j'appelle un moment à la Soprano. C'est-à-dire vraiment... J'appelle ça un moment Scorsese, en fait. C'est un truc que tu as dans Casino, etc. Effectivement, un éclat de violence totalement inattendu, mais en même temps que tu
comprends, c'est-à-dire que mais qui joue avec la préquelle aussi, c'est-à-dire que là tu sais qu'il peut pas avoir tiré une balle dans la tête. Alors est-ce que c'est un fantasme, est-ce que c'est un truc, est-ce que c'est, tu vois, et non, en fait c'est le chignon. Il y a ça. Mais justement pour faire comprendre sur quoi repose la vie de ces gens-là, elle repose sur la violence, quoi. Et on fait tout pour la cacher. On passe son temps à faire des fêtes en famille, à bouffer, à danser, à machin, à parler de cuisine. Mais en réalité, tout ça fonctionne parce que on sort les guns et on écrase les cerveaux, quoi. Donc c'est il y a comment il s'appelle, j'ai plus le nom du personnage, mais lorsqu'ils sont en train d'interroger un des blacks pour avoir l'identité de leur ennemi, donc quand ils découvrent qu'il s'agit d'Harold, le type finit par lâcher le morceau. Bon, jusque-là, on est dans du quelconque et du commun. Le truc humain, c'est lorsqu'un des personnages décide quand même de le buter, quoi. Et c'était pas du tout prévu. Et les autres sont emmerdés, mais comme ils le sont dans les Scorsese, pas emmerdés par le fait qu'ils ont tué un mec, mais emmerdés parce que oh putain, j'ai du sang sur ma veste, il va falloir le nettoyer. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Tu nous rajoutes du boulot là. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'allais dire, c'était plus les trucs de logique, d'absurdité en fait, du quotidien entre guillemets, c'est-à-dire enfin d'un quotidien, c'est pas du quotidien dans les Sopranos, mais ce que je veux dire dans le film, mais cette espèce de truc où d'un seul coup le film sort de son aspect entre guillemets réaliste pour rentrer dans un truc d'absurde, un truc de voilà, le fait que un truc que tu dis mais c'est pas possible, ce n'est possible que à travers la narration de ce qu'on me raconte, c'est-à-dire que c'est dans la tête de comment dire de Tony par exemple quand il dit à son oncle à la fin je vais prendre le relais, tu vois, en gros que son oncle est mort et qu'en fait il se touche la main, tu vois, alors que l'oncle est mort, tu vois, c'est pas possible, tu vois, mais ils font un pacte ensemble. Et donc tous ces trucs un petit peu visuels, un petit peu machin, ça c'est les Sopranos pour moi. C'est-à-dire que et s'il y en avait juste 200 dans le film, tu pourrais en fait tout rater à côté. Je me dirais bah au moins ça valait le coup de le voir parce qu'en fait ça aurait été traité différemment que d'un film de mafieux de base. Et là le problème c'est que non seulement c'est un film de mafieux de base avec une reconstitution, on en parlait de Last Night in Soho la semaine dernière avec la reconstitution de Londres dans les années 60, là c'est extrêmement raté. Enfin je veux dire, tu crois pas une seconde ça se passe dans les années 60 ou 70, et d'ailleurs il y a un gap entre les deux. Tu sais même pas vraiment pourquoi, si ce n'est pour montrer que Tony grandit, quoi, tu vois. Mais en gros, un peu flemmard aussi au niveau de la mise en lumière, de façon assez étonnante. En gros, ils ont désaturé les couleurs pour te faire rentrer dans les années 70. C'est ça. Et le problème dans tout ça, c'est que du coup, tu te retrouves avec ces trucs où ils disent, tu te rappelles, c'était notre oncle préféré, parce qu'il nous emmenait au cinéma. Tu fais, mais moi, je veux bien avoir cette scène où il l'emmène au cinéma. C'est pas juste le moment où il parle de Dirty Harry. Tu vois, parce qu'on le sait que Tony, en fait, c'est un cinéphile, enfin, en tout cas, qui regarde beaucoup de films, qu'il aime les films de gangsters, qu'il aime les films d'action, tout ça, etc. Donc, tous ces trucs-là, en fait, moi, j'aurais aimé les voir pour voir la relation entre ce personnage-là, comment ce personnage-là a réussi à infuser à Tony l'envie, comment dire, en tout cas, en creux, quoi, de prendre sa place, voilà, alors que t'as un père à côté qui est complètement absent, qui revient quand ça leur sert. Absent et psychopathe. Voilà, enfin, c'est tout un truc, il y a vraiment un truc où tu te dis, soit il manque 2 heures de film, pour vraiment être complet, et là on rate quelque chose, tu vois, soit, oui, enfin, ils se disent, on en garde pour faire 4-5 autres préquels, quoi. Alors écoute, ça tombe bien, enfin bien ou mal, ça dépend, mais en fait, une nouvelle série est prévue est en discussion pour l'instant et cette série voilà, David Chase discute actuellement la possibilité de développer une série préquelle qui donc prendrait, j'imagine, la suite du film. Mais ça aurait été plus logique de commencer par là en vrai, hein. Si tant est qu'il fallait faire ça, quoi. Ouais. On n'a pas entendu Marie depuis un moment. Parce que j'étais en train d'essayer de pas mourir en toussant. Non, mais après moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites, hein. C'est juste que voilà, je vois pas l'intérêt d'avoir développé une série sur autant d'épisodes, autant de saisons qui étaient conclues de manière, je vais pas revenir sur la fin, mais voilà, qui avait une super fin et tout, pour revenir voilà, faire des choses très très anecdotiques. C'est un peu le même principe que El Camino pour la série Breaking Bad et Better Call Saul, qui en fait est une série à part qui fait un vrai truc sur un autre personnage et tout, alors que El Camino est bien plus anecdotique et bien moins intéressant, quoi. Et encore, c'est vrai, mais encore ça se passe après, donc à la limite, tu peux le zapper, oui. Et tu vois, là, si vraiment tu découvres les Sopranos, tu te dis que tu commences par là, tu fais je pense que quelqu'un qui découvre ça te donne pas vraiment envie parce qu'en fait le personnage de Tony, tu l'as pas, en fait il y a rien de ce que t'auras dans les Sopranos, en fait, donc c'est pas du tout une bonne entrée ça te vend pas du tout, parce que c'est pas du tout une bonne entrée en matière et c'est pas du tout représentatif de ce que sont les Sopranos, quoi. Il y a un problème de démystification, c'est ce qu'on disait, parce que le truc c'est qu'il y a un épisode central hyper important en fait dans les Sopranos à un moment donné qui est Tony qui manipule Chris et qui lui dit, je connais l'assassin de ton père.
Et même Chris le sait qu'il est manipulé à un moment donné, il y va, il fait le truc, je sais, tu sais, de toute façon, il va voir le mec, il lui dit, ils veulent ta mort, donc quoi qu'il arrive, en fait, tu vas crever, tu sais, quand il va voir le type qui est censé être l'assassin. Mais en gros, si tu veux, tout ce mystère, tout ce truc, etc., bah là, le film, il l'annule, puisqu'on sait ce qui s'est passé. On sait littéralement ce qui s'est passé, alors qu'en fait, c'est un enjeu. En fait, dans la psychologie des personnages, dans la manipulation entre les personnages, en fait, qui est hyper important dans la série. Surtout de se rappeler qu'est-ce qui faisait qu'on regardait Les Sopranos aussi, à quoi on était attaché. Et on était justement attaché au conflit réel, palpable de ces personnages, quoi, et leur envie de se comporter comme des gens entre guillemets normaux, d'avoir une vie de famille normale alors qu'ils sont pas du tout normaux. Mais là, j'ai pas du tout cette sensation en voyant ce film-là, parce que justement on ne prend pas le temps de vivre leur normalité. On est voilà, quoi, il bute son père dans le garage, quoi, et il y a son fils, ça pendant que sa femme lui demande s'il veut, je sais pas moi, des côtelettes de porc. Comment tu dis? Des côtelettes de porc. Voilà, des côtelettes de porc à avec quelle sauce et tout. C'est très artificiel comme construction, quoi. Et puis t'avais ce truc dans Les Sopranos où t'aimais certains personnages en te rendant compte que c'était des ordures, en fait, et t'avais ce côté-là un peu ambivalent de j'adore ce personnage, mais quand même c'est un horrible personnage, et ça tu l'as pas du tout dans le film, en fait. Ah bah la sympathie pour Dickie, on n'a pas du tout. Il tue son père, il récupère la femme de son père qui l'installe comme sa maîtresse, qu'il finit par tuer aussi, et tu en fait t'es juste un con, j'ai aucun attachement pour toi, quoi. Oui, l'image finalement de héros et pas du tout, alors que ça aurait pu être présenté à travers les yeux de Tony, justement, et qu'on le voit beaucoup plus. C'est vrai. Beaucoup plus mis en qu'il valeur. Le fantasme et qu'il le voit comme un grand homme, alors que c'est pas vraiment un grand homme, mais qu'il le voit comme ça et que ça explique pourquoi. Mais tout ça, enfin, c'est tous ces manquements-là en fait que la série, c'est-à-dire la série fait, enfin le film fait. De toute façon, vous savez que Tony va devenir comme ça, donc en fait. Tout le monde le voit, c'était déjà là, hein, on est d'accord. Bon, allez, on passe à la scène suivante. Tu vois, et du coup, tu fais, ah ouais, mais non. Je rajouterais juste un tout petit truc, parce qu'on a quand même parlé de tous les acteurs qui ressemblent pas au personnage de Soprano. Il y a une actrice qui joue la sœur, je sais plus comment elle s'appelle Janice, ouais, qui, quand elle est ado, je trouve qu'elle lui ressemble vachement à Aida Turturro, et je me suis dit, putain, je sais pas où ils l'ont trouvé, mais pour le coup, elle ressemble vraiment à, et je me suis dit, putain, casting assez dingue, quoi, parce que Alexandra Intrater. Voilà, parce que Michael Gandolfini, bon, c'est plus ou moins cohérent, qui ressemble à son père, mais c'est pas seulement qu'il ressemble, c'est qu'en fait, il y a des mimiques, en fait. Physiquement, c'est quand même assez frappant, pour le coup. Puis il a des intonations, des fins de phrases, une manière de dire certaines intonations, je trouve, qui faisait penser à lui. L'actrice à laquelle tu fais référence, qui effectivement reprend des mimiques de celle qui jouait Janice. Oui, mais alors Michael Gandolfini, moi ça me pose pas trop un problème, à la limite je me dis autant faire ça plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui grimé. Bah c'est surtout que c'est tellement emblématique déjà de Gandolfini, c'est Tony Soprano pour 95% des gens en gros, quoi, et du coup en fait c'est hyper casse-gueule, donc autant la jouer entre guillemets safe, et voilà, c'est pas plus mal. Et puis le gamin est pas, évidemment c'est pas son père, mais je veux dire ça va, il est pas, enfin moi c'est pas ça qui m'a tellement dérangé. Il y a même 2-3 moments où c'est troublant en fait, tu te dis ah tiens c'est la préquelle des Sopranos là à ce moment là, tu vois, parce que c'est lui qui le joue, quoi. Mais après je sais pas si le gars justement aura une carrière, si tous c'est comment dire tout ce qu'on lui demande c'est de faire ça en fait, tu vois. Ouais, rester dans l'ombre de son père. Voilà. Et en termes de réalisation, hein, quand même, il faut le dire aussi, c'est pas, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Enfin, j'ai pas. Ouais, mais ça cherche pas grand-chose. Mais il y a rien à dire en fait. Voilà. C'est ce que tu dis. Il y a rien à dire. Effectivement, encore une fois, un problème par rapport à quelque chose qui a la prétention de recréer une ambiance et une époque. Et moi, ça me manque. Enfin, je voulais de la vie de quartier, quoi, de sentir près de ces gens-là, en fait, dans leur pompe, quelles que soient les communautés mises en scène dans le film. Et à aucun moment j'ai l'impression. Je reviens sur les blagues qui sont vraiment, c'est des morceaux de carton qui sont posés, quoi, sur le trottoir, quoi. Enfin, je veux dire, merde, mais emmenez-moi dans un salon de coiffure. Enfin, faites-moi vivre au moins 2 minutes avec ces gens-là, que je vois comment ils étaient dans les sitcoms. C'est la réalité de la distinction entre le cinéma et la série télé, c'est qu'en fait, Alan Taylor, que tu as cité au début, qui est le réalisateur du film, c'est un réalisateur de série confirmé, qui a réalisé certains des meilleurs épisodes des premières saisons de Game of Thrones. C'est pour ça qu'on est allé chercher pour Thor The Dark World, enfin le monde des ténèbres, tout ça. Donc il y a tout un truc où, mais sauf que quand on fait une série télé, on s'inscrit dans un espèce de cahier des charges en fait qui est assez rigide. Et là-dedans, tu brilles, tu fais mieux que les autres, certains autres, tu vois. Mais si tu arrives à
grappiller les meilleurs épisodes en plus, tu vois, tu t'en sors, mais et tu fais illusion, on va dire. Je dis pas qu'il travaille pas, je dis pas que c'est pas soigné hein, son travail et tout, mais après c'est très servile. Et le souci c'est que en fait sur un film à proprement parler, là il y a besoin d'une vision. Ça aurait, enfin je pense que c'est un film qui à tout prendre aurait mérité que ce soit David Chase qui le réalise pour le coup vraiment quoi, comme il a fait sur le premier épisode des Sopranos, sur le dernier quoi. Bon, je crois que la conclusion est assez claire. Hein. Si vous voulez voir des mafieux, regardez ou re-regardez plutôt la série Les Sopranos. Vous pouvez aussi réécouter notre série de podcasts sur We Love Série qui en traite et qui est sortie au mois de septembre. Et puis si vous voulez malgré tout vous faire votre propre avis, vous pouvez aller voir Many Saints of Newark. Il sort en salle ce 3 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Rafik, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Alain, merci aussi. Et puis, merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, attention, on a changé de flux de podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux original de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher Ça le temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux, pensez-y. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, vous pouvez nous aider aussi en parlant de nous à vos amis, en relayant ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, en nous mettant des étoiles sur les applis de podcast et en vous abonnant à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut!